L'avantage d'avoir organisé la masterclass, c'est que ça m'a déjà un petit peu prémâché le travail dans le sens où on était à plus de 200 le jour de la masterclass, 220, 240 des brouettes, donc à peu près, on va dire Ok. 50% de Ouais. taux de participation. Dès que j'ai embrayé sur la phase de vente, j'ai dit ok voilà, là les gars, pour ceux que ça intéresse, il y aura le reveal de la plume atomique. Pour ceux que ça n'intéresse pas, vraiment ne vous sentez pas forcés, vous avez le droit de partir. Et ben étrangement, j'ai perdu quasiment personne. Bienvenue sur Le Bout du Tunnel, le podcast où vous apprendrez tout sur les lancements d'entrepreneurs inspirants. Je suis Kevin Pem, j'accompagne les coachs et les formateurs à performer grâce au tunnel de vente. Et dans ce podcast, vous allez découvrir leur retour d'expérience et leurs challenges du quotidien. Mais vous obtiendrez aussi leurs conseils d'experts sur ce qui marche vraiment. Parce que bon, les interviews d'entrepreneurs qui font des millions, c'est bien, mais connaître la réalité du marché à votre échelle, c'est encore mieux. Bref, je suis là pour vous aider à voir le bout du tunnel. Hello Léa, je suis super content de te recevoir aujourd'hui sur le podcast. Comment ça va aujourd'hui? Salut Kevin, et ben écoute ça va très très bien et toi? Bah ça va nickel. Je suis super enthousiaste à l'idée de tourner cet épisode. En quelques mots, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Donc moi, je m'appelle Léa Klaus. Je suis consultante en stratégie de contenu depuis 4 ans. Donc j'ai d'abord travaillé en cabinet de conseil avant plus récemment de vouloir un petit peu mettre, on va dire, toute mon expertise au profit des solopreneurs pour leur apprendre à créer des stratégies de contenu qui soient pérennes et qui soient efficaces. Et donc voilà, j'ai commencé à créer du contenu autour de ça sur LinkedIn il y a à peu près 8 mois. Et puis, entre-temps, j'ai eu la chance de former plus de 95 solopreneurs maintenant à la création de contenu et au copywriting. C'est top, c'est déjà un super palmarès. Moi, il faut savoir que je t'ai découvert il y a 6 mois. Il y a 6 mois déjà, tu avais retenu mon attention parce que moi, je publie sur LinkedIn, je publie sur Instagram aussi, un petit peu sur YouTube, malgré moi. Mais du coup, ce qui a retenu mon attention, c'est que tu commençais à avoir une certaine audience. 10 000, c'est déjà pas mal. J'aimerais bien être à 10 000 déjà, moi, personnellement. Mais surtout, c'est pas ça le plus important, c'est l'engagement que tu avais, qui était un peu supérieur à d'autres personnes qui avaient peut-être la même audience. Donc ça, c'était top. Et là, je viens de voir que en 7 mois, t'as fait x2, voire plus. T'es passé à 22 000. Et du coup, on est là aujourd'hui sur ce podcast pour échanger un petit peu sur ton activité sur LinkedIn. Comment tu fais pour avoir autant d'engagement et qu'est-ce que tu vends concrètement? Récemment, tu as fait un lancement qui a super bien marché. Je crois que tu as fait plus de 20 000 euros de chiffre d'affaires. Et du coup, on Mhm. va voir quels sont les principes derrière ce lancement. Comment est-ce que tu as fait pour générer ce résultat grâce à ton audience? Parfait. Tu peux me poser toutes les Top. questions que tu veux. Top, un super programme. Bah pour commencer, moi je sais que mon audience, et vous me direz si c'est le contraire hein, en commentaire ou en MP ou en réponse par mail, ça fait toujours plaisir. Mais je pense que mon audience est très friande de stratégie de lancement. Du coup, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment est-ce que tu as eu l'idée de lancer ton dernier produit, parce que c'est un nouveau produit. Et ce qui est super intéressant et ce sur quoi on va pouvoir échanger, c'est que ce nouveau produit a déjà fait un carton parce que tu as généré plus de 22 000 euros de chiffre d'affaires dessus, euh, ce qui est rare quand c'est un nouveau produit. Donc, comment tu as eu l'idée de lancer ce produit-là? Est-ce que tu as sondé ton audience, par exemple? Comment t'en es arrivé là? Donc en fait, il y a eu plusieurs réflexions qui se sont entremêlées. La première, ça a été vraiment d'observer le marché. Et en observant le marché, je me suis rendu compte qu'il y avait de plus en plus de formations qui étaient lancées à destination des débutants pour commencer à faire leur premier pas sur LinkedIn, donc vraiment poser leur stratégie de contenu, s'imprégner des codes de la plateforme, etc. Et que finalement, une fois que ces personnes avaient un petit peu touché aux fondamentaux, de la création de contenu, donc à savoir, ok, poser leur fondation, comprendre un petit peu comment fonctionne le copywriting, comprendre un petit peu comment construire une marque personnelle, ce genre de choses. En fait, pour monter en compétence et aller beaucoup plus en profondeur dans les sujets qui sont abordés, il y avait assez peu d'offres qui étaient disponibles sur le marché, si ce n'est aucune en réalité. En tout cas, moi, dans la micro-étude de marché que j'ai faite, j'ai pas vu de produits similaires à celui de la plume atomique. Donc ça, c'était vraiment observation du marché. Ensuite, il y avait une envie aussi personnelle d'aller plus en profondeur dans les sujets parce que moi, c'est la façon dont j'aime les aborder.
Et donc, quelque part, c'était presque frustrant pour moi de me dire, OK, je vais lancer une formation généraliste. J'avais envie d'aller beaucoup plus en profondeur sur une verticale et de pouvoir traiter un sujet de A à Z. Et au-delà simplement de donner quelques techniques à appliquer, de pouvoir vraiment, finalement, éduquer mes élèves à la racine du problème en leur disant, OK, cette technique fonctionne, mais surtout, voilà pourquoi est-ce qu'elle fonctionne d'un point de vue psychologique. Prendre le temps, en fait, de les éduquer, de leur donner les armes et de les rendre indépendants sur le sujet. Et troisième point, une fois que j'avais fait tout ça, j'ai sondé un peu les élèves que j'avais déjà, qui étaient déjà existants, pour savoir ce qu'ils en pensaient. Et j'ai regardé un petit peu dans mes anciens contenus quels avaient été les contenus qui avaient généré le plus de traction en termes de thématiques. Et en fait, le copywriting revenait très souvent. Donc je me suis dit, ok, c'est un peu l'alignement des planètes. Il y a un gap sur le marché à prendre. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus et ça me procure une satisfaction, un plaisir personnel. Et visiblement, c'est un sujet qui intéresse. Ouais. C'est super intéressant parce que du coup, comme tu dis, il y a énormément de formations qui aident les gens à se lancer sur LinkedIn, à cartonner sur LinkedIn, et du coup, dans ces formations, on va retrouver énormément de sujets. Et toi, tu as pris le pari de te concentrer sur le copywriting de posts pour générer de l'engagement. C'est ça? Exactement. Engagement et vente, les deux. Engagement et vente. C'est-à-dire qu'on peut vendre via les posts LinkedIn. Oui, oui, complètement. Et puis, il y a des techniques spécifiques à adopter, une réflexion particulière à adopter quand on est sur des postes de vente. Donc, tout ça est abordé dedans. Mais ouais, c'est passionnant de pouvoir rentrer, au-delà de dire créer du contenu et faites des posts promotionnels, de pouvoir dire, OK, voilà précisément comment est-ce que vous pouvez faire, voilà des différentes techniques rédactionnelles que vous pouvez utiliser, voilà quels sont les différents leviers psychologiques sur lesquels vous pouvez appuyer, notamment dans les posts de vente. C'est un peu ça l'idée. Et évidemment, Hmm. moi, je trouve ça passionnant. Très stylé, très stylé. Alors, une fois que tu as choisi ça, cet angle-là, une fois que tu as choisi ce sujet de produit à lancer, qu'est-ce qui se passe ensuite? Est-ce que tu vas sonder ton audience? Est-ce que tu commences à définir euh, la trame, le sommaire de ce que tu vas aborder dans l'information, le format, etc. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, en général, ce que je fais, comme je suis quand même beaucoup au contact de mon audience au quotidien, c'est qu'en général, j'ai quand même une idée assez précise de ce qu'elle veut, couplé à ce qu'il lui faut. Parce que parfois, c'est un peu différent, tu vois. Donc, ça, finalement, moi, j'identifie relativement facilement et très vite. Après, derrière, du coup, ce que je fais, c'est que je commence à définir toute la trame. Donc, en général, ce que je fais, c'est que un petit peu comme les exercices qu'on faisait à l'école, tu sais, avec d'abord le plan, le machin, le truc. Je me crée un énorme plan, une énorme architecture. Je me dis, ok, ça doit aller à peu près à tel endroit, dans tel ordre et compagnie. Je commence à me construire un espèce de squelette. Et après, je déroule tout ça en général sur un énorme fichier Notion, un truc mais monstrueux, tu vois, un gros écosystème. Puis on rentre dans la partie vraiment création de la formation, donc à savoir et les slides et l'enregistrement et tous les ancrages pédagogiques qui vont aussi être créés, toutes les ressources, tous les exercices. C'est extrêmement complet. Ça prend du temps, ça demande beaucoup d'énergie. Et une fois, on va dire à peu près au milieu de cette phase-là, je commence à onboarder des bêta-testeurs pour les prendre un petit peu en chemin, tu vois, avoir déjà un peu de matière à leur donner, mais continuer de co-construire le reste sur base de leur premier feedback avec un plan qui est hyper défini. Donc moi, tous mes bêta-testeurs, je les prends vraiment en one-one chaque semaine pour qu'il y ait une forme de commitment dans l'agenda, que je puisse recueillir leur feedback et qu'eux puissent aussi me poser leurs questions, en sachant que leurs questions m'aident aussi peut-être à identifier des pain points qu'eux n'ont pas verbalisés. Et après, on avance comme ça. Une fois que je termine la bêta, en général, en même temps, je commence à embrayer sur la préparation du lancement. Et là, c'est la joie qui commence. C'est de la page de Ouais. vente, les séquences mail, les posts, les trucs, les machins. Voilà. Ouais, on va arriver rapidement à la stratégie de lancement, mais ce qui est intéressant à noter, c'est que du coup, si j'ai bien noté, tu fais la bêta plutôt en individuel, en one-one, Ouais, qu'en groupe. Parce ouais. que c'est vrai que moi, j'ai l'habitude de conseiller à mes clients, et même moi, je fais plutôt des bêtas en groupe, mais pas en individuel. Non, je le fais en individuel parce que, alors, du coup, ça multiplie le montant, ça c'est certain. Mais je trouve que
d'un côté, ça permet, comme dit, vraiment d'établir un commitment avec la personne. Donc, on n'a pas cette, tu vois, on n'a pas cette difficulté à se dire, OK, c'est une fois dans la semaine, et puis si quelqu'un peut pas, du coup, on loupe un rendez-vous, on loupe potentiellement des feedbacks. Donc, je me dis, honnêtement, c'est quand même, il y a un niveau de qualité, de suivi et de commitment qui est plus élevé. Mais surtout, ça te permet quand même de tisser un lien plus individuel avec les gens. Et donc, au, au travers des discussions quotidiennes que tu as avec eux, parce que moi je les ai même aussi sur WhatsApp, on s'écrit un peu tous les jours, tu vois, on échange au-delà de nos échanges hebdomadaires via nos coachings one-one. Ça me permet en fait d'établir un lien de confiance et aussi de récupérer tout de suite beaucoup d'éléments de langage, beaucoup de d'insights qui vont me permettre derrière de mieux construire ma page de vente, de mieux comprendre certaines douleurs. Par exemple, là je vais te donner un exemple typique. Moi, dans toutes les discussions que j'ai eues avec mes bêta-testeurs en one-one, il y a un moment donné, ils se sont vraiment livrés. J'ai pu cerner, tu vois, des besoins, des douleurs qui ont pas tout de suite émergé dès les premiers échanges parce que la confiance n'était peut-être pas encore tout à fait établie pour qu'ils osent se dévoiler sur ces sujets-là. Et un peu plus tard dans le processus, j'ai incorporé j'ai onboardé un copywriter qui m'a aidé sur la rédaction de certaines copies. Bah, lui, quand il a fait l'interview des personas, il y a des choses justement qui n'ont pas été mentionnées parce que je pense que le lien de confiance n'était pas encore établi avec lui, comme c'était à nouveau une nouvelle personne à qui il se dévoilait, tu vois. Donc Hmm. finalement, je pense que le fait d'avoir su créer cette relation avec mes bêtas a vraiment énormément aidé, notamment dans la compréhension du persona. Ouais, ok, je vois, je comprends. Je comprends tout à fait. Derrière, du coup, combien de temps ça dure pour toi une bêta comme ça? Un mois en général. Un mois, du coup, un rendez-vous hebdo? Un mois, rendez-vous hebdo et des engagements réciproques. Donc eux ont un planning à tenir au niveau des modules qu'ils doivent consommer et des feedbacks à me faire. Et moi, de la même manière, j'ai un planning de production sur lequel je m'engage. Ok, donc en fait, tu produis au fur et à mesure, tu leur donnes accès, ils regardent et le rendez-vous hebdo, c'est pour juste te faire des feedbacks ou c'est un peu un mix de coaching, c'est quoi? C'est un mix des deux, donc il y a vraiment un temps qui est dédié à... On démarre en général par les feedbacks, comme ça on est sûr que c'est fait, et puis s'il y a beaucoup de choses à dire, on se dit beaucoup de choses, s'il y a peu de choses à dire, on s'en dit peu, voilà, on laisse le truc un petit peu filer, et puis ensuite effectivement il y a une partie de coaching, là encore une fois, ça va dépendre d'à quel point est-ce que c'est nécessaire ou pas pour eux à l'instant T. Ce que j'ai fait en l'occurrence sur cette bêta, c'est que avant chaque coaching avec mes bêtas en fait, bon là on est dans un exercice de copywriting donc c'était facile pour moi de le faire, c'est qu'avant chaque coaching je leur enregistrais un loom où je repassais sur tous leurs derniers posts qu'ils avaient publiés en leur disant ok voilà ça t'aurais pu le faire différemment, voilà ce sur quoi tu dois encore travailler, là regarde tac je m'arrête sur ce loom, à ce moment-là, je vais te faire un feedback, réfléchis, mets sur pause et demande-toi qu'est-ce que je vais te dire d'améliorer à ce moment-là. Tu vois, je faisais déjà un micro-coaching en avance, en distanciel, enfin en asynchrone avec eux, pour que au moment de notre coaching en one-one, on puisse vraiment prendre le temps pour les feedbacks, mais surtout prendre le temps pour rebondir sur les premiers feedbacks de poste que je leur ai déjà fait en amont. Et donc là, ça rend aussi le coaching un peu plus riche. C'est top ça. Ça me donne envie de te dire que j'aurais pas aimé, enfin, c'est dommage que je sois passé à côté de cette bêta, quoi. J'aurais bien aimé être dans cette bêta, tellement c'est top. Bah oui, écoute, pour citer certains de mes bêtas, ils ont dit que c'était un braquage. Ce qu'ils avaient de l'avoir eu si peu cher. Ouais, ouais, j'imagine bien, hein, franchement. C'est top parce que du coup, rien que ça, en fait, le fait d'avoir ce one-one, les modules, les corrections, etc., c'est une offre qui pourrait être irrésistible, quoi, que tu pourrais vendre telle quelle. Mais Mm. j'imagine que c'est en partie ce qu'il y a dans la plume atomique. En partie, ouais, ouais, c'est très fort inspiré. Et ça Ouais. va même un poil plus loin. Ouais. C'est quoi le format, rapidement, en quelques mots, là, que t'as vendu? Mm. C'est là où ça se complique de le faire en quelques mots, puisque au niveau de l'offre, tout du moins, il y avait deux offres différentes. Donc il y avait une formule en toute autonomie et une formule bootcamp. Mon ambition de base, c'était vraiment de pousser la formule bootcamp pour deux raisons.
La première raison, c'est que c'est la formule la plus complète et d'un point de vue de la transformation, bon bah évidemment, c'est celle qui promet aussi le plus de suivi et potentiellement une transformation plus riche et plus rapide. Et puis d'un point de vue personnel, c'est aussi l'offre qui financièrement était la plus avantageuse pour moi. Donc, c'était mon ambition initiale de pousser cette offre-là et de quand même mettre à disposition une offre en toute autonomie pour les personnes qui n'avaient pas forcément le budget pour s'offrir cette version plus onéreuse qui est la version au format un peu bootcamp. Et donc, l'ambition, c'était d'avoir donc, c'est d'avoir du coup toute cette plateforme sur laquelle on va trouver les différentes vidéos de cours, mais pas que. Il y a aussi tout un espace Notion sur lequel on a énormément de ressources déjà clés en main dans lesquelles on va venir piocher, des workbooks qui permettent aussi de passer immédiatement de la théorie à l'action. On avait en plus de ça 3 relectures individuelles faites sur Loom, donc ce que je viens de t'expliquer, ce que j'avais mis en place pour les bêtas, ça c'était un système que je mets aussi en place dans le cadre du bootcamp. Et surtout un accès à vie à ma communauté, des challenges d'écriture hebdomadaires qui sont publiés pour ceux qui manquent un petit peu d'inspiration, qui ont envie de se challenger ensemble. Et évidemment, du coup, pendant 2 mois, des coachings, on va dire, des ateliers de groupe. Donc là, l'idée, c'était vraiment pas... Parce que finalement, on voit beaucoup de coaching de groupe, mais moi, ce que j'aime pas trop dans ce modèle-là, c'est que très souvent, c'est un peu des FAQ. Et donc, moi qui suis très soucieuse de mon temps, c'est le genre de format qui me saoule parce que tu as une question à poser et tu vas écouter 45 minutes de blabla qui t'intéresse pas, tu vois. Donc, je trouve qu'en termes de gestion du temps, c'est vraiment une catastrophe. Donc là, l'idée, comme ce que j'ai fait finalement avec mes bêtas, c'était un petit peu de se dire, ok, on a vraiment des ateliers collectifs de relecture. Donc l'idée, c'est que avant chaque atelier, mes élèves puissent m'envoyer le post qu'ils ont envie que je puisse passer en revue. Moi, je le passe en revue déjà la veille, donc je me prends mes notes pour qu'on soit le plus efficace possible. Et le jour de l'atelier, je le diffuse devant tout le monde et je passe un post après l'autre et je dis, ok, regardez, là sur ce post, qu'est-ce que vous auriez amélioré déjà? Là, collectivement, les gens commencent à réfléchir et du coup, ça muscle aussi leur cerveau à avoir un petit peu cet œil d'amélioration de la copie sur des copies qui sont pas les leurs. Donc, ça permet aussi un petit peu de créer de la distance émotionnelle par rapport au résultat qui est projeté. Et puis ensuite, moi, je donne un petit peu mes axes d'amélioration. On continue à réfléchir ensemble, peut-être sur d'autres pistes que moi, j'avais pas identifiées, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça pour tous les élèves du bootcamp. Et puis à la fin, petite session de FAQ où là, effectivement, maintenant que tout le monde est passé, qu'on a eu, on va dire, la plus grosse valeur ajoutée de cette session collective. Là, chacun peut poser ses questions, on peut rebondir sur ce qu'on a vu plus tôt, on peut voilà aller encore plus loin. Mais donc, ça, c'est l'idée. Et donc, ça, c'était la version bootcamp avec tous ces éléments. Donc, vidéo, workbook, énormément de ressources, des ateliers de relecture, des relectures individualisées à vie, du coup, qui peuvent être prises après après la fin des À vie. ateliers. Ouais, ouais, à vie. Bah, ils ont droit à 3 crédits, donc à n'importe quel moment, ils peuvent me demander leur crédit. Et la communauté et les challenges d'écriture. Un paquet de choses. Ok, donc il y a quand même un système de crédit. Ouais, 3 crédits pour Ouais. les relectures individualisées. Hmm. Ok. Ok, bon, donc ouais, donc ça va. Parce que moi, je fais ce système de correction personnalisé, mais par contre, du coup, c'est dans le time frame de l'accompagnement, quoi. Hmm. Parce que du coup, c'est potentiellement une par semaine. Et si je leur dis 8 à vie, j'ai pas envie de me retrouver dans 2 ans avec une demande de correction. Tu vois, c'est compliqué. Ouais, complètement. Ok, on a une bonne idée du coup du produit actuel, de ce qu'il y a dedans, les 2 formules. Et ici, on parlait maintenant un peu de stratégie. Donc maintenant que tu as fait ta bêta et que tu as commencé à rentrer un peu sur le lancement, qu'est-ce que tu as fait comme stratégie? Je sais que tu as fait un lancement par email et tu as fait un live aussi. Tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, alors on peut même remonter un poil plus loin parce que ce qui faisait aussi partie de ma stratégie, c'était de capitaliser sur le défi brique, enfin les Jeux Olympiques auxquels j'ai participé, qui rameutait du coup une grosse communauté de personnes qui voulaient justement rebooster un petit peu leur stratégie de contenu. Donc je me suis dit, ça c'est une brique essentielle de mon lancement. Spoiler, en fait, ça s'est pas vraiment matérialisé, mais c'est intéressant de le dire parce que stratégiquement, au moment où j'ai posé ma stratégie, c'était un gros morceau et donc c'est aussi pour ça que j'ai articulé mon lancement juste après la fin du défi brique en me disant ok, on va encore capitaliser sur l'engouement et l'énergie du défi. Donc il y avait ça dans mon plan de lancement qui remontait un petit peu. Puis effectivement, il y a eu l'organisation d'une masterclass
masterclass qui était du coup scindée en deux parties. Une partie dans laquelle je délivrais beaucoup de valeur 100% gratuitement, en toute transparence aussi quant au fait qu'à la fin de la masterclass, il y aurait une session de vente de la plume atomique pour ceux que ça intéresse. Avant même la masterclass, du coup, pendant un bon moment, j'ai aussi beaucoup documenté et teasé l'avancée et la construction de mon programme. Ça, c'est un point important. Et une fois la masterclass passée, du coup, il y avait finalement, on va dire un lancement assez classique, à savoir une offre vraiment très intéressante le premier jour, puis une offre de lancement et un lancement qui se faisait en parallèle à travers des posts LinkedIn et à travers des séquences mail. Ok, intéressant. Ce qui va m'intéresser encore plus, c'est comme du coup tu as une très bonne audience, très engagée sur LinkedIn, c'est comment tu décides, par exemple, de la répartition de tes posts, nombre de posts par jour, au total, quelle cadence, etc. Alors tu vois, sur ce lancement, sincèrement, je commençais à être vraiment, vraiment fatiguée de tous les mois qui venaient de s'écouler et pendant lesquels j'avais pris grosso modo aucun jour de break, week-end y compris. Donc vraiment, c'était du boulot 7 jours sur 7. Donc là, je me suis dit, l'enjeu pour moi, c'est d'organiser ce lancement tout en évitant de me cramer. C'était vraiment un équilibre à trouver. Ce qui fait que au-delà de simplement me dire, ok, est-ce que je publie 2 fois, 3 fois par jour? Je me suis dit, quel est le rythme de publication qui va te permettre de tenir le rythme? Et en fait, je me suis dit, ok, je fais 1 fois par jour. 1 fois par jour, avec en plus un email envoyé par jour. Je me suis dit, anyway, on part là-dessus, il faut que je trouve le bon équilibre. Est-ce que j'aurais dû faire plus? Probablement. Peut-être qu'en faisant plus, j'aurais eu encore plus de résultats. Aujourd'hui, je me dis, je pense que c'était, pour ce qu'il me fallait à l'instant T, un rythme tout à fait convenable. Donc voilà, en fait, stratégiquement, voilà quelle a été un petit peu la réflexion derrière la détermination du rythme de publication. Je suis désolée de te décevoir, il y a pas, c'était pas plus compliqué que ça. Ouais, après c'est cool de faire simple aussi et de s'adapter par rapport à ton niveau d'énergie. Y a pas besoin Mm. de sortir la grosse machine de guerre. Surtout que toi, t'as quand même l'avantage d'avoir ton audience que t'as déjà bien travaillé, qui est déjà très engagée depuis 6 mois ou plus, du coup. Je dis 6 mois parce que moi je t'ai découvert il y a 6 mois, mais j'imagine que t'es pas arrivé par magie de 0 à 10 000 abonnés. Et on pourra en reparler d'ailleurs, ça m'intéresse. Mais oui, c'est ok de faire en fonction de ton niveau d'énergie. Ouais, et par contre, en revanche, au niveau de la façon dont j'ai construit un petit peu mes séquences, l'avantage d'avoir organisé la masterclass, c'est que ça m'a déjà un petit peu prémâché le travail dans le sens où, en amont de la masterclass, du coup, j'ai aussi fait des posts promotionnels pour ramener du monde vers cette masterclass. Et donc là, il y a eu un petit peu toutes les phases d'éducation. Donc tu vois un petit peu l'éducation au problème, la fausse versus la bonne solution, le vrai versus le faux problème, ce genre de choses. Et donc une fois que j'avais fait la masterclass, grosso modo, derrière, il me restait à parler du produit, parler de ses éléments différenciateurs, amener énormément d'éléments de preuve sociale, de preuve de réassurance, tu vois, donc c'est en fait ce que j'ai fait. C'est comme ça que j'ai organisé mes vrais posts de lancement parce que l'audience avait déjà été éduquée et préchauffée en amont de la masterclass. Hmm. Ouais, c'est ça, c'est ce travail-là qui est crucial pour moi et que beaucoup ne font pas assez, je trouve. Et c'est bien ce que tu mentionnes du coup des postes assez spécifiques, c'est-à-dire casser des croyances, donner des bonnes croyances, renforcer des bonnes croyances, et donc enfin dénoncer les faux problèmes, les mythes, etc. Donc en général ça marche bien pour éduquer l'audience. Euh, ok, donc post plus email plus masterclass. Yes. Est-ce Et qu'il y un a autre point chose? supplémentaire, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de réassurance à faire quant à la validité de la formation et à sa qualité, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, les gens ont vraiment besoin d'avoir ces garanties que c'est pas bullshit, que c'est pas une formation qui va les décevoir comme, je sais pas, peut-être les 5 formations qu'ils ont déjà achetées au préalable. Moi, j'ai vraiment ressenti que les gens avaient besoin de prendre du temps sur ce lancement pour réfléchir, pour revenir, pour revenir un petit peu sur la page de vente. Tu vois, j'observais que
en moyenne, un visiteur de ma page de vente l'avait visité, je crois, 3 fois, un truc comme ça. Donc je me dis, ok, les gens ont besoin d'y aller, de revenir encore. Et que très souvent, les posts qui m'avaient généré le plus de ventes étaient justement ceux dans lesquels je montrais des témoignages écrits, tu vois, souvent spontanés, que je recevais de manière privée en DM, donc pas nécessairement des témoignages issus de Google, tu vois, ou de Trustpilot, ce genre de choses. Donc je pense qu'il y a vraiment ce besoin de transparence, d'authenticité et de validité de la qualité de formation. Ok, intéressant. Au-delà de cette forme de preuve sociale-là, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as mis en avant pour véhiculer ça? Comme des études de J'ai cas, ce que tu as fait avec les bêta-testeurs, etc. Ouais, les études de cas, très souvent je rappelais aussi les résultats, donc des études de cas vraiment ciblées dans lesquelles je rentrais plus en profondeur sur un cas particulier. Beaucoup de rappels aussi des différents résultats que j'avais obtenus avec mes bêta-testeurs. J'ai aussi beaucoup mis en avant le fait que j'ai eu un très bon taux de fidélisation sur mes anciens clients, donc des clients qui avaient déjà acheté auprès de moi, qui ont racheté la plume atomique. Ça, je trouve que c'est quand même une preuve un petit peu incontestable quand des gens qui ont déjà sorti la carte bleue la ressortent une seconde fois pour repartir à tes côtés. Donc ça, c'est différents éléments que j'ai mis en avant. Et puis, euh, ça m'a aussi tenu à cœur finalement de rappeler que je sortais pas de nulle part, que j'ai pas commencé à créer du contenu il y a 2 semaines, qu'avant ça, pendant 4 ans, j'ai travaillé en cabinet de conseil, que j'ai quand même un parcours moi-même, on va dire, qui est sérieux, et de leur rappeler aussi finalement que les stratégies que j'enseigne, c'est aussi des stratégies qui sont énormément basées sur des études, une approche scientifique, des méthodes éprouvées. Et donc, je pense que tout ça réuni, en fait, à un moment donné, crédibilise aussi un petit peu mon approche et donc, de façon directe ou indirecte, la qualité de la formation que j'ai délivrée. Mm. Et tu fais bien de mentionner ça, ce côté-là je sors pas de nulle part. J'ai pas explosé comme ça en partant de rien depuis l'année dernière. Ça, c'est un côté que, par exemple, moi, j'ai du mal à mettre en avant. Parce que je suis dans une niche qui est très très difficile, où c'est la niche Make Money, où je travaille avec des infopreneurs, mes clients sont des infopreneurs, même s'ils n'aiment pas ce terme-là. Tu es une infopreneur, tu vends un infoproduit, tu vois, mais ils préfèrent dire coach, solopreneur, consultant. Et du coup, sur cette niche-là, justement, on voit souvent des gens qui prodiguent des conseils en sortant de nulle part. J'ai eu la remarque hier d'une personne avec qui j'ai échangé et qui m'a dit bah tiens, je t'ai découvert il y a 6 mois, mais pour moi tu sortais de nulle part. Alors que quand je lui ai raconté mon histoire, elle m'a dit ah oui, ça fait sens, tu vois. Moi aussi j'ai essayé de créer une agence pendant 1 an et demi. J'ai fait des études en marketing digital. J'ai un master manager en stratégie digitale. Tu vois, donc j'ai des trucs dans mon parcours qui vont véhiculer cette légitimité-là, mais c'est vrai que je l'utilise pas assez. Tu l'utilises pas assez pour quelle raison? Je sais pas quel syndrome c'est, mais je sais pas, je me dis c'est pas important. Est-ce Je que sais tu aimes pas. bien te mettre en avant? Ah, Est-ce que tu es à naturellement, l'aise avec non. ça? Moi, je suis quelqu'un d'introverti, tu vois. Je vais pas beaucoup me mettre en avant. Mais ouais, c'est vrai que... ouais, du coup, c'est ça, en fait. Je pense qu'il y a un syndrome de l'imposteur ou un syndrome comme ça, tu On pourra en reparler. Il y a quelque chose à creuser. vois. Ouais, ouais, avec plaisir. Écoute, ok, on a bien débriefé sur la stratégie digitale. Je sais que mon audience et moi-même, je dis souvent mon audience, mais moi-même, en fait, je suis très friand de stats, de statistiques, de lancement. J'aimerais bien parler de combien d'inscrits tu as eu, c'est quoi le taux de conversion global. Mais avant ça, il y a un truc intéressant que tu as dit, c'est que tu as mesuré combien de fois les personnes sont venues sur ta page de vente avant d'acheter. Tu as même réussi à mesurer quel poste a généré le plus de ventes. Est-ce que tu as mis en place quelque chose de spécifique, par exemple les UTM dans les liens, et à chaque fois tu faisais un lien unique pour chaque poste? Comment t'as fait? Non, en fait, alors pour justement voir les analytics de la page de vente, là du coup il y a des outils d'analytics qui sont intégrés, donc tu vois le nombre de visiteurs uniques et le nombre de vues totales de la page. Après, non, j'ai pas mis du tout d'UTM en place, chose que j'aurais dû faire. En revanche, je me suis dit ok, si tel jour il y a des énormes pics, en sachant que j'essayais au maximum d'aligner la communication que je faisais sur LinkedIn et la communication que je faisais aussi dans mes emails. Je me suis dit, c'est qu'il y a une relation de cause à effet. Je peux pas la mesurer, donc je peux pas l'affirmer. Mais je serais quand même tentée de dire que
Ok, C'est des tendances qui sont non négligeables, quoi. ok, t'avais une idée quand même. Tu dirais du coup, c'est quoi le top 3 des formats de post ou d'email qui t'ont généré le plus de ventes, comme ça, de tête? Le poste d'urgence, donc vraiment le truc, il vous reste quelques heures. Ça, classique. Ouais, non, Classique. mais classique, hein, Mais classique. c'est important de le mentionner. Tout à fait. Le case study, donc l'étude de cas sur un de mes bêta-testeurs, étude de cas détaillée, encore une fois avec beaucoup de preuves sociales. Je pourrais même pas te dire. En fait, tu vois, j'hésite à te dire alors le post de lancement a généré énormément de vues, couplé à la masterclass évidemment, sur la page de vente. Mais finalement, après les ventes, elles se sont beaucoup lissées. Tu vois, moi qui m'attendais à avoir un, en fait, je m'attendais un peu à tomber dans ce schéma classique qu'on entend tout le temps, à savoir le jour de la masterclass, wow, genre le téléphone il surchauffe tellement il y a des notifications Stripe dans tous les sens et c'est la folie. C'est le grand désert, la traversée du désert, il se passe plus rien. Et puis le dernier jour, les gens ils se réveillent genre à 23h59 et ils disent oh my god, il me reste 1 minute pour acheter, go go go, j'y vais quoi. Spoiler, pas du tout. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Le premier jour, j'étais presque un peu au bout du rush, pour être honnête. Parce que, c'est pas que c'était catastrophique, mais bon, il y a peut-être eu, je sais pas, 7 personnes, quoi. Je me suis dit, ah, c'est une catastrophe, quoi. Vraiment, genre, ça va être un enfer, un bourde complet, quoi, ce lancement. Et en fait, ça s'est lissé tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et puis, le dernier jour, il y a à nouveau eu peut-être, je sais pas, 10 personnes, tu vois, mais en fait, c'était relativement stable sur tout le lancement. Donc, j'ai un peu de mal à comprendre, en sachant qu'il y a eu 2 bons pics de mémoire. Donc, effectivement, la preuve sociale et les contenus d'urgence. Intéressant. Qu'est-ce que tu te dis quand le premier jour tu ouvres les ventes et t'as pas beaucoup de ventes, pas autant que tu l'espérais? Franchement, je me suis dit, c'est la merde, hein. C'est vraiment ce que je me suis dit. Je me suis dit, attends, non. Je me suis dit, alors, c'est la merde. Il y a un problème. Et ça va faire un four. C'est un peu le combo des trois. Et en fait, je n'ai pas compris parce que j'étais vraiment dans une forme d'incompréhension parce que pendant la masterclass, donc moi, je pouvais pas voir exactement ce qui se passait. En revanche, j'avais des petits yeux qui étaient là, qui étaient missionnés pour me dire un petit peu ce qui se passe et pour voir un petit peu comment évoluaient les participants, les stats et compagnie. Donc, comme t'aimes bien les chiffres, en gros, on avait de mémoire, je crois, un truc comme un peu moins de 500 inscrits. Je crois qu'on était un truc comme 460, quelque chose comme ça de mémoire. On était à plus de 200 le jour de la masterclass, 220, 240 des brouettes, donc à peu près, on va dire Ok. 50% de Ouais. taux de participation. Et Ouais. j'ai été très transparente tout du long, donc dès le démarrage, j'ai dit ok, à la fin, il y aura une phase de vente pour ceux que ça intéresse. Et dès que j'ai embrayé sur la phase de vente, j'ai dit ok, voilà, là les gars, pour ceux que ça intéresse, il y aura le reveal de la plume atomique. Pour ceux que ça n'intéresse pas, vraiment, ne vous sentez pas forcé. Vous avez le droit de partir si vous avez tiré la valeur que vous attendiez de cette première partie. Franchement, moi, je suis hyper contente. Voilà, il n'y a pas de stress, quoi. Et ben, étrangement, j'ai perdu quasiment personne. Visiblement, j'ai perdu une vingtaine de personnes entre on va dire la phase de valeur et la phase de vente. Puis jusqu'à la fin de la phase de vente, encore une fois, j'ai pas perdu grand monde. Donc tu vois, j'ai eu un niveau de rétention qui était super élevé. Et c'est là où en fait, je me suis dit attends, il y a un problème. Là, tous ces gens sont restés jusqu'à la fin quasiment, donc c'est dingue. Visiblement, c'est d'excellentes stats. Et pourtant, ça n'a pas converti. Donc il y a forcément eu un problème à un moment donné. Et donc, bon, rétrospectivement, je pense que j'ai identifié beaucoup d'axes d'amélioration que je peux partager, hein, si ça t'intéresse, et qui Totalement. expliquent, à mon sens, qu'il y a eu aussi peu de ventes le premier jour, et je pense, en fait, un besoin de réflexion plus long. Notamment, tu vois, bah, justement, le fait d'avoir 2 offres différentes, je pense que ça a un petit peu embrouillé les gens. Tu vois, on a quand même un message qui est beaucoup plus dilué. Il y a eu un manque de clarté du coup parce que un coup je parle de ça, puis de ça, puis de ça, et puis ah attention mais il y a quand même une deuxième offre et du coup bah le prix de l'offre numéro 1 c'est ça, mais le prix de l'offre numéro 2 c'est ça, mais attention parce que j'ai voulu en faire encore plus. Jusqu'à ce soir du coup il y a encore des réductions sur ces 2 offres et en plus pour les 5 premiers qui prennent ce truc là il y a ça et pour les 30 premiers qui prennent ça, enfin tu vois waouh 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 Ah ouais. juste
Compliqué. overwhelming, genre trop d'informations, trop compliqué, trop je comprends pas. Et puis aussi, du coup, on va dire un processus décisionnel qui est beaucoup plus complexe aussi dans le fait de se dire, ok, là, j'ai pas juste à sortir ma carte bleue, entre guillemets. Là, il faut que je réfléchisse à quelle offre est-ce que finalement, sur quelle offre est-ce que j'ai le plus envie de me lancer. Et puis, il y avait toutes ces informations, donc là, ça faisait un peu beaucoup. Il faudrait que je revienne sur la page de vente pour me remémorer un petit peu tout ça. Je pense qu'en fait, voilà, il y avait beaucoup trop de complexité, pas assez de simplicité. La confusion amène l'inaction, et donc, à mon sens, c'est complètement ce qui s'est passé sur cette masterclass. Mm. Ouais, totalement. Je pense, ouais. Je pense que ce qui a pu se passer du coup aussi, c'est que les deux formules ressemblent à deux offres différentes. T'as d'un côté une formation d'autonomie et d'un autre côté un bootcamp. Et c'est la façon de la vendre est différente. L'audience qui va acheter une des deux offres est différente de l'autre, tu vois. Donc je pense qu'il y a ça aussi, comme tu dis, pas mal de confusion au final, pas mal de décisions à prendre et du coup ça recule la décision. En termes de contenu sur la masterclass, qu'est-ce que tu as partagé, grosso modo? C'est quoi le cœur du contenu? Alors, la masterclass, c'était orienté autour des 3 erreurs, on va dire, pour faire simple, j'ai plus l'intitulé exact, mais qui flinguent la visibilité de tes contenus et qui étouffent tes ventes. Et donc, du coup, on avait trois erreurs qui étaient délivrées, et pour chacune de ces erreurs, le but était de dire, ok, voilà l'erreur en question, voilà pourquoi c'est une erreur, et voilà comment surmonter cette erreur avec un tips ultra concret, pardon, que vous pouvez appliquer dans la foulée en sortant de cette masterclass. Et donc il y avait un petit peu de déconstruction aussi de croyances, mine de rien, et du coup la création d'une nouvelle croyance, en tout cas d'une nouvelle vision du monde, et derrière Hmm. une solution pour pouvoir l'implémenter. Ok, intéressant. Non mais c'est très bien. Souvent ce qui se passe, l'erreur que font la plupart des gens qui font une masterclass, c'est qu'ils vont faire un résumé de leur module, Mm. euh, en essayant de faire un espèce de Wikipédia, tu vois, hyper complet, en mode résumé, et du coup, bah souvent ça va se passer en 7 étapes ou plus, et ça fait que ça reste en surface la plupart du temps, quoi. Ah non, 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 pas du tout. Et une des volontés que j'avais aussi dans la phase de valeur, c'était, bon, numéro un, de vraiment apporter de la valeur, parce que moi, enfin, je pars toujours du principe que je ne fais pas aux autres ce que j'ai pas envie qu'on me fasse. Et comme je t'ai dit encore une fois, mon temps, il est super précieux. Moi, ça me fait chier, quoi, quand j'arrive dans une masterclass et que franchement, t'es là, tu te dis, allez, comment perdre ton temps? C'est parti. Tu vois, dès le premier quart d'heure, tu sais que tu vas rien apprendre, que ça va être hyper plat, qu'on va te bombarder de conseils mindset, que tu aurais pu lire en 5 minutes sur un post LinkedIn. Donc ça, c'est hors de question de rentrer pour moi, en tout cas, d'aller dans cette direction-là. Et l'autre point, c'était que j'avais vraiment à cœur que, au-delà de ressortir avec de la valeur, que les gens puissent déjà s'immerser dans mon type de pédagogie. Parce que ça, je sais que c'est un point fort chez moi, c'est un truc qui revient très souvent, c'est que les gens, en fait, aiment beaucoup ma manière de présenter l'information et ma manière de délivrer justement la connaissance dans mes formations. Et donc, j'avais envie que dès la masterclass, les gens puissent se rendre compte de mon type de pédagogie. Donc, tu vois, au-delà d'avoir simplement une discussion, donc on va dire une conférence où c'est moi qui parle et puis les gens écoutent religieusement et à la fin me disent merci, tout du long, j'ai eu des ancrages avec des exemples, des jeux, des formats interactifs, choses qu'on retrouve aussi en fait dans mes vidéos de formation. Donc ça, c'était important pour moi. Je me disais, ok, si là les gens ont apprécié ma manière de délivrer l'info, il faut qu'ils se rendent compte que ça, c'est un avant-goût de ce qu'ils vont trouver dans la plume atomique. Est-ce que tu as partagé des études de cas, du coup, aussi? De clients. Ouais. Dans la phase apport de valeur? Non, dans la phase de vente. Plutôt dans la phase de vente? Ok. Et dans la phase d'apport de valeur, j'ai plus parlé de moi. De J'étais ton ma propre étude de storytelling? cas. Ouais. Oui, storytelling, et puis aussi parce que, enfin, tu vois, le truc, c'est que j'ai vraiment une vue sur mes résultats et sur ce qui m'a permis aussi d'en arriver là. Et surtout sur les erreurs que moi j'ai commises au démarrage. Tu vois, ça date d'il y a 4 ans, mais bon, j'ai plus de compréhension, on va dire, de mon propre cas et de mon propre parcours que des élèves que j'ai accompagnés en l'espace d'un mois, tu vois. Je suis pas forcément dans leur tête à chaque moment de leur création de contenu. Et donc, compte tenu des sujets que j'abordais, qui étaient parfois aussi un petit peu de l'ordre de l'organisation, ce genre de choses, c'était plus facile pour moi aussi de prendre mon propre exemple plutôt que de prendre celui de mes bêtas. Hmm.
Au final, tu disais que le premier jour, ça avait mal démarré parce que tu n'avais pas eu le nombre de ventes que t'espérais. Mais au final, sur la période de vente, ça s'est lissé. Et tu as quand même fini avec, du coup, tu m'as dit 95 ventes, c'est ça? Non, non, 61 ou 62 même maintenant. 62, ok. Sur ce Euh, produit-là et 95 personnes en ah tout. oui, c'est ça. C'est ça, t'as accompagné 95 personnes. Donc 62 sur 400 inscrits, c'est ça? Ouais. Donc ça nous fait 15,5% quand même de conversion, donc bravo, c'est quand même très très bien. Quand je prends le nombre de ventes sur le nombre d'inscrits, avec la plupart de mes clients, ceux qui sont très bons, ils vont être aux alentours de 6-8%, tu vois, mais rarement au-dessus de 10%. Euh, les 10%, je l'ai vu qu'une seule fois avec une cliente en live, tu vois, donc c'est sur les présents, c'est même pas sur les inscrits. Mais après là, Hmm. on est en train de parler d'un produit avec deux formules. La formule en autonomie était à combien? Grosso modo à 350 euros. 300, 350 € en autonomie, c'est ça? Mhm. Et le bootcamp? Et le bootcamp, le premier jour, il était vendu à 695 et dès le lendemain, 850. 850. Et tu me disais que la répartition, c'était un peu du 20-80, c'est ça? Ouais. Ouais, donc t'as eu genre une douzaine de personnes sur le bootcamp, c'est ça? Un peu moins, on est une dizaine. Donc ouais, on va dire grosso modo 10 personnes sur le bootcamp et tout le reste sur la formule en autonomie, en sachant que deux personnes voulaient encore rejoindre le bootcamp, mais ont loupé la deadline. Donc là, une fois qu'il y a une deadline qui est annoncée, moi je reviens pas dessus, qui se sont du coup rabattus sur la version en autonomie. Mais ouais, et là d'ailleurs, je tiens à dire que ça c'est aussi c'est pas nécessairement un learning parce que ça peut aussi être très dépendant de la manière dont j'ai présenté ma masterclass, du fait qu'il y ait eu deux offres qui étaient conjointement présentées même sur la landing page, de la saisonnalité aussi avec les vacances, tu vois, de la période estivale. Mais ce que je peux quand même dire, et le learning général qu'on peut quand même tirer de ça, c'est que quand j'ai demandé à mes anciens élèves, aux prospects avec qui j'étais en contact et même à mes bêta-testeurs, ce qu'ils voulaient comme type d'offre. Parce que ça, pour moi, la construction de l'offre, c'est un gros sujet. Tout le monde, à l'unanimité, 100% des personnes m'ont répondu, moi, s'il n'y a pas d'accompagnement, s'il n'y a pas de contact avec toi, je ne prends pas. Hmm. Tu vois. Et donc, Ouais. c'est rigolo de se rendre compte que il y a toujours une différence entre ce que les gens te disent et ce que les gens font. La preuve étant, il y a 85% des gens qui se sont rabattus sur la version en toute autonomie. Et donc, je trouve Ouais. ça intéressant. Et le learning que moi j'en tire, c'est écoutez votre marché. Parfois, autorisez-vous aussi peut-être à sortir des clous si vous, il y a un modèle peut-être qui vous correspond mieux que l'autre. Et surtout, lancez très vite pour tester ce marché. Maintenant que vous l'avez écouté, regardez un petit peu qu'est-ce que les gens font de manière concrète. Et moi, tu vois, ça m'a presque enlevé d'un poids parce que je me suis toujours dit, ok, maintenant, c'est devenu impossible quoi, de vendre un programme en toute autonomie. Et donc, il faut que je puisse trouver le modèle qui jongle correctement entre mon temps, mes besoins, parce que moi aussi, je suis une personne qui suis introvertie. Donc, tu vois, avoir des contraintes imposées dans mon agenda comme ça qui sont pas anticipées, c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal. Avoir beaucoup de calls avec les personnes, beaucoup de contacts humains, c'est des choses parfois avec lesquelles j'ai du mal ou qui me prennent beaucoup d'énergie. Et donc, si je veux être dans un respect de mon énergie, comment est-ce que je trouve un modèle qui satisfait à la fois les clients et me satisfait moi? Et donc, je m'étais un petit peu assise sur le fait de lancer un produit en toute autonomie en me disant, bah, visiblement, c'est pas ce que les gens consomment. Alors que moi, en fait, je suis la première consommatrice de ces formats-là. Tu vois, moi, je prends jamais de format avec accompagnement de communauté parce que ça ne m'intéresse pas. Littéralement, vraiment, ça me branche pas du tout. Et là, tu vois, ça m'a presque fait plaisir de me rendre compte que cette formule en autonomie pouvait générer de l'attraction. Mais si j'avais écouté mon marché jusqu'au bout, je l'aurais pas lancé et j'aurais jamais su que une telle traction pouvait être possible sur une offre qui a priori n'attirait personne sur le papier. Ouais. Ouais, donc c'est cool, là. Du coup, t'as un format en autonomie que tu pourrais presque vendre un peu en format evergreen, c'est-à-dire sans forcément avoir de lancement. Après, je sais pas si c'est ce que tu veux faire. Et après, t'as le format bootcamp où là, du coup, c'est plus en format cohorte et du coup, que tu vas lancer peut-être 3 fois dans l'année, c'est ça?
Ouais, je sais pas, tu vois, je sais pas encore. Disons que ce qui est certain, c'est que je vais garder la version Evergreen. Et pour la version Bootcamp, ce que je me dis, c'est que pour le moment, comme dans tous les cas, les portes sont fermées, je vais la retirer de ma page de vente. Je vais voir comment ça se passe. Tu vois, comme j'accompagne des gens tout l'été, maintenant, on va démarrer ça tranquillement, on va voir un petit peu comment ça se passe, et puis je ferai le bilan à la fin de savoir comment est-ce que moi je me suis sentie là-dedans, comment mes élèves se sont sentis, et on en tirera les conclusions qu'il faut. Mais pour le moment, je vais me concentrer déjà sur cette partie Evergreen et voir un petit peu ce que ça donne. Ok, intéressant. Bah, c'est cool de voir aussi que bah, peut-être que tu vas pas forcément, t'as pas encore forcément de plan de combien de temps tu vas lancer, combien de fois par an, etc. À quel moment. Donc c'est ok de faire au feeling aussi. Mais oui. Ouais. Il y a un truc du coup sur lequel je voulais échanger avec toi rapidement. Je sais que un angle qui revient souvent dans tes contenus et dans ta newsletter aussi, c'est le neuromarketing. Est-ce que dans ton lancement, tu as des principes de neuromarketing en dehors des classiques genre FOMO, urgence, etc. Est-ce qu'il y a des principes de neuromarketing qui sont pas trop connus et que tu aurais essayé d'utiliser? J'ai pas l'impression d'être totalement sortie des clous, tu vois. C'est-à-dire? Bah, je j'ai pas l'impression d'avoir utilisé des leviers totalement fancy. C'est marrant, il faudrait que je me pose, tu sais, parce que parfois il y a aussi des choses que, à force, tu conscientises plus forcément. Tu vois ce que je veux dire? Presque des choses qui deviennent naturelles pour soi, des automatismes qu'il faut parfois un petit peu conscientiser pour se dire, ok, ça c'est une stratégie en fait qui aujourd'hui est naturelle pour moi, mais qui va à l'encontre de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc a priori, comme ça, instinctivement, excuse-moi, j'ai envie de te dire non, mais je suis sûre qu'en creusant, je pourrais revenir avec une autre réponse en te disant peut-être que oui. Quand je pense à tes deux formules de produits, moi ça me fait penser à... Enfin, je le propose à mes clients d'utiliser ce format des deux formules. Sauf qu'il n'y a pas, il y a peut-être pas autant de différence que toi entre les deux formules. Par exemple, moi, j'avais un bootcamp que je lançais, le bootcamp masterclass, que je ne vends plus pour le moment parce que là, je vais sortir une nouvelle offre qui va la remplacer. Et je faisais deux formules où la première fois que j'ai pensé à ça, c'était du coup pour ajouter 2 heures de suivi en individuel, tu vois, si jamais tu voulais plus de personnalisation. Mais à la base, c'était tout simplement pour utiliser le principe de l'ancrage de prix. C'est d'avoir un Mhm. prix beaucoup plus haut, tu vois. Euh, Par exemple, 2500 € pour la formule mentorat avec les 2 heures en plus, et une formule plus basse, plus du coup juste la formule groupe à 1700 €, tu vois. Mhm. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as essayé de faire? Enfin, je pense pas, parce que du coup, toi, c'est plus poussé que ça, il y a beaucoup plus de différences. Mais est-ce qu'il y a d'autres billets comme ça que tu as essayé d'utiliser? Ouais, bah justement, sur la masterclass, il y avait tout un ancrage que je voulais faire au niveau de la valeur du bootcamp versus, versus la valeur de la formation en totale autonomie couplée à l'urgence. Donc, tu vois, c'est pour ça que le jour de la masterclass, on se disait, OK, attends, là, j'ai un truc. La formation en toute autonomie, elle me coûte 350 en gros, mais personne que nenni, que de l'information et des ressources et des workbooks. Par contre, là, je peux avoir accès à Léa, je peux avoir accès à son temps, à des relectures personnalisées, à toutes ces choses-là, à une communauté à vie pour 300 € de plus, quoi, le double. Et sachant que ce que j'ai communiqué dès le démarrage, c'est deux autres formes d'ancrage sur le prix. Le premier ancrage, ça a été de dire dès que le bootcamp, donc là c'est une version de lancement, dès que je lancerai la V2, là par contre ça vaudra le prix d'un bootcamp. Donc on va vite dépasser les 1 000 €. Le fait d'avoir un tarif aussi préférentiel, c'est one shot, ça n'arrivera plus jamais parce qu'à l'heure actuelle, avec cette offre-là, mon temps n'est pas rentabilisé. Deuxième ancrage, parce qu'aujourd'hui, si on veut avoir une session de coaching en one-one avec moi, c'est 200 €. Et là, vous avez plus de 6 heures avec moi, des relectures personnalisées, un accès à vie à moi via la communauté pour me poser des petites questions, voilà, s'il faut. Donc, à un moment donné, votre temps ne sera jamais mieux investi qu'avec cette offre-là. Et donc, il y a un peu tous ces ancrages-là qui ont été faits, mais qui, preuve étant, n'ont pas été suffisants. Et là, pour tout te dire, je suis aussi encore, c'est encore très récent pour moi, comme c'était la semaine passée, qu'une fois que le lancement était terminé, j'étais vraiment, j'ai eu besoin de prendre un petit peu de recul, de me recentrer, de me ressourcer aussi, tu vois, de recharger un peu les batteries. Donc j'ai fait un premier bilan
mais ça mériterait encore de repasser dessus. C'est peut-être encore trop frais pour tirer vraiment des conclusions deep et éclairées. Un bilan de quoi? Un bilan du De, lancement, tu vois, à du chaud, de se lancement. dire, OK, voilà quels ont été les chiffres, les statistiques vraiment tirées en profondeur sur chaque élément du parcours du lancement, quelles ont été les choses que j'ai envie de répliquer, quelles ont été les choses que j'aurais dû améliorer, quelles ont été les choses que j'ai pas incluses et qu'il faudra inclure la prochaine fois. Tu vois, Ouais. vraiment séquencer sur tout le parcours. Ouais, ouais, tu as raison. Je pensais que c'était déjà fait, donc comme on échangeait un peu dessus, mais ouais. Si, c'est fait, mais une V1, donc là, tu vois, il y a des réflexions encore plus deep sur les ancrages et compagnie que j'ai pas tiré jusque-là. On arrive à la fin de l'épisode. Il y a une question signature que j'aime bien poser. Si demain on t'offre 1 minute à la télé avant l'émission Qui veut être mon associé pour passer un message à ta cible, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Moi, j'ai envie de dire aux gens de se faire beaucoup plus confiance. Euh, Dans le sens où je pense qu'au démarrage, pour se lancer, c'est souvent de ça qu'on manque un petit peu, cette confiance en soi. Tu vois, on a extrêmement peur de ce que vont dire les autres, on a extrêmement peur de notre capacité à réussir, de notre relation à l'échec, au rejet potentiellement. Donc faites-vous confiance, allez-y, ça va beaucoup mieux se passer que ce que vous n'imaginez. Et une fois que vous êtes lancé, que vous avez fait le plus dur, donc le premier pas, et ça je le dis aussi pour moi parce que ça me tient à cœur et j'ai pas l'occasion de le répéter sous chaque poste, mais faites-vous aussi confiance quant aux conseils que vous lisez. Vous êtes la personne qui est au contact toute la journée avec votre cible, avec votre business, avec vous-même, sur vos propres appétences, vos propres besoins, vos propres envies. Et donc, tous les conseils que vous lisez sont peut-être parfois bons, mais ils sont pas forcément tous bons pour vous. Et ça, il y a personne de mieux placé que vous-même pour trancher. Donc, moi, la première, si vous lisez mes contenus et si vous les appréciez, tant mieux. Mais posez-vous à chaque fois la question de savoir si le conseil en question est adapté pour vous et si s'il n'est pas totalement, est-ce qu'il y a une façon de le réadapter à votre manière. Mais donc voilà, faites-vous confiance parce que souvent c'est un truc que je remarque même sur les coachings. En fait, très fréquemment les gens savent ce qu'ils doivent faire, mais ils ont presque besoin d'être rassurés quant au fait que ce qu'ils ont en tête est la bonne stratégie pour eux. Et la finalité, c'est que ils peuvent se faire beaucoup plus confiance qu'ils ne le font. C'est un très bon conseil. Ça me fait penser à un épisode là récent où moi je suis dans un mastermind. Du coup, je me fais accompagner dans le groupe. Et j'étais justement en train de bosser sur ma nouvelle offre. J'avais prévu de faire un lancement cette semaine, mais j'avais des freins, des résistances. Je sentais que c'était pas le bon moment ou la bonne façon de faire. Et je suis allé demander à mon coach une session en one-one. Et c'est marrant parce que du coup, dans son formulaire de demande de one-one, il te dit, voilà, t'as pensé à quoi comme solution? Et moi, je lui ai dit, solution 1, je le fais, mais je finis en PLS. Solution 2, je fais ça, et ça se passe mieux, etc. Genre super détaillé, tu vois. Et au final, il me Mhm. dit, bah, est-ce qu'on a vraiment besoin de faire ce call? J'ai l'impression que tu as déjà ta réponse, tu vois. Donc on va toujours chercher la validation, voir si c'est la bonne décision, la bonne stratégie, etc. Mais au final, intérieurement, des fois, on sait déjà si c'est la bonne solution ou pas. Faut se faire Mhm. confiance. Beaucoup plus. Et t'as pas envie de nous parler de ton offre parce que depuis avant, tu lâches des petites graines et moi j'ai envie de voir ça éclore là. Pas encore. C'est un petit peu tôt et Ok. je pense que quand l'épisode sortira, l'offre sortira aussi. Enfin, sera déjà sortie. Mhm. Qu'on découvrira ça à l'instant T. C'est ça, Parfait. exactement. Mais sinon, vous savez où me trouver, vous savez où vous abonner à mes emails, et normalement, si vous êtes abonné à mes emails, vous savez ce qui se passe. Et ça tombe bien, du coup, ça me permet de rebondir. Si jamais les gens ont envie de te suivre, on te suit où? Sur LinkedIn, j'imagine. Alors, si vous avez envie de me suivre, je vous conseille tout d'abord de vous abonner sur LinkedIn parce que c'est là où je publie le plus de contenu. Donc, allez, on va dire minimum 3 contenus par semaine, souvent un peu plus si je suis en bonne forme. Et puis, si vous voulez rentrer encore plus en profondeur dans la psychologie qui se cache derrière les contenus à succès, donc essayez vraiment de comprendre, ok, qu'est-ce qui fait que telle stratégie, tel contenu va rendre accro nos lecteurs, qu'est-ce qui fait que c'est quoi un petit peu la secret sauce des contenus qui sont totalement addictifs et qui arrivent à générer énormément d'engagement. Eh bien, pour
on va dire, avoir accès à tous ces secrets, je vous donne rendez-vous dans ma newsletter qui s'appelle Dopamine, dans laquelle justement je décortique chaque semaine un levier psychologique. Et donc en plus de le décortiquer et de vous expliquer pourquoi est-ce que ça fonctionne et quel effet ça a sur le cerveau, je vous donne aussi des tips concrets pour pouvoir l'appliquer dans la seconde qui suit. Donc voilà, pour des contenus quotidiens LinkedIn et pour une newsletter plus poussée, du contenu plus profond chaque semaine, Dopamine. Top, très bien. Bah, on mettra tous ces liens en description. Merci beaucoup Léa pour ton partage. C'était un épisode super complet, plein d'insights. Et merci encore pour ton intervention et je te dis à très vite. À très vite, ciao ciao. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir et à le partager. Et surtout, lancez-vous.